Donc, je voulais vous parler de la transposition des gros vaisseaux. Je pense que vous avez déjà eu le cours sur les, sur les switches artériels. Et, et donc, je voulais insister un peu plus sur les transpositions des gros vaisseaux avec des switches atriaux. Pardon. Parce que, à la fois, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui restent dans cette situation, et aussi parce que c'est un modèle hémodynamique intéressant et qui ressemble un peu au VD systémique des doubles discordances. Et donc, je voulais qu'on en parle un peu. Alors, dans la transposition des gros vaisseaux, vous savez que ce qui a changé la prise en charge néonatale, c'est la procédure de Rashkin qui consiste à ouvrir la cloison interauriculaire pour que les sangs se mélangent et que l'oxygénation du bébé qui vient de naître soit un peu plus optimale que celle qui consiste à une circulation du sang artériel qui va au poumon et du sang veineux qui va dans l'aorte. Donc, cette ouverture de la cloison interauriculaire a été un premier progrès. Et puis ensuite, sont arrivés les switches atriaux qui ont deux noms, les Mustard et les Senning, qui sont des noms de leurs inventeurs. Le Mustard utilisant des patchs et il y en a même qui s'appellent des patchs en dacron élastique, qui ne sont pas élastiques du tout. Et les Senning utilisant les propres oreillettes du patient, qui consistent finalement à créer des chenaux dans les oreillettes qui ne sont plus des oreillettes, ça s'appelle baffles en anglais, et qui sont donc des chenaux de taille relativement limitée, qui vont conduire le sang dans le bon vaisseau, et non pas, vous le comprenez bien, dans le bon ventricule. Si on se situe ici dans une vue chirurgicale de l'oreillette droite, vous avez les veines pulmonaires au fond qui vont être dans l'oreillette gauche, qui vont être amenées, tunnelisées en avant vers le ventricule droit et l'aorte, et les veines caves vont être tunnelisées vers la valve mitrale et donc le sang veineux va être amené vers l'artère pulmonaire. Sur ce schéma, on voit bien trois choses. La première, c'est que les oreillettes ne sont plus des oreillettes mais des chenaux. La deuxième, c'est que c'est un grand chantier chirurgical et qui en soi une sorte de maze, c'est-à-dire une redirection potentielle des influx électriques dans les oreillettes. Et que, troisièmement, le nœud sinusal est au milieu de la bataille et que donc, ce qu'on sait, c'est que la perte du rythme sinusal évolue d'année en année chez des patients qui vieillissent et que certains patients qui étaient sinusales l'année d'avant sont en rythme jonctionnel l'année d'après, cette défaillance sinusale en soi étant rarement un problème. On a longtemps cru que c'était pas bien pour la santé parce que plus on est lent, plus il dilate son ventricule et que donc il fallait mettre des pacemakers pour accélérer le rythme. En vrai, ces patients qui ont des Senning, ils ont besoin souvent de pacemakers que quand on commence à traiter médicalement les troubles du rythme qui dépriment leurs nœuds sinusaux et donc induisent une certaine bradycardie qui oblige à les stimuler de temps en temps. Bien sûr, il y a des patients qui ont besoin de pacemakers atrioventriculaires, par exemple, quand ils ont été opérés de CIV et qu'ils ont du bloc auriculoventriculaire, mais ce n'est pas la majorité. La vraie problématique chez ces patients, elle est double. C'est premièrement la fonction ventriculaire, deuxièmement les troubles du rythme, et il y a une interaction forte, comme dans le phallo, entre l'hémodynamique et les troubles du rythme. La transposition des gros vaisseaux, c'est une cardiopathie complexe, et donc ça doit être suivi en milieu spécialisé. On ne peut pas s'improviser cardiologue de transpo, c'est pas possible, parce que déjà sur le plan hémodynamique, c'est compliqué. En écho, qu'est-ce qu'on voit en transto? Le VG est petit, on dit qu'il a une forme de banane parce qu'il est sous l'artère pulmonaire et que si les pressions sont basses, il ne fait pas grand-chose. Donc, il fait suite à une oreillette dite cave, chenal cave. Et puis, le VD, lui, c'est lui qui est en charge du travail systémique, qui va être gros,
musclée. Puis, au bout d'un temps dilaté, la valve tricuspide se mettra à fuir et il y a une forte interaction entre la présence de cette valve tricuspide et la défaillance du ventricule droit. À ça s'ajoute qu'il y a aussi des chenaux des veines pulmonaires. Normalement, ces veines pulmonaires devraient aller dans l'oreillette gauche. Ben, ils sont redirigés à travers ce qu'on appelle un genou du sémine, vu son aspect contourné, qui est donc le chenal de drainage des veines pulmonaires. Au milieu de tout ça, au milieu de ces deux problèmes très importants que sont la fonction ventriculaire et les troubles du rythme, s'y associent parfois des problèmes de tuyaux stricts comme le sont les occlusions veineuses qu'il convient de ne pas découvrir au moment où, par exemple, on voudrait mettre un pacemaker endocavitaire. Voilà une jeune femme qui a un mustard, on injecte par là, ça ne va jamais dans le cœur. On voit qu'il y a un retour à zygos, et donc c'est la veine zygos qui rejoint la veine cava, qui draine finalement tout le réseau veineux qui va se tunneliser au VG et à la. Ça peut ne gêner personne, mais ça peut être gênant au moment où on a envie de mettre un pacemaker. Du point de vue obstruction, on peut aussi avoir une obstruction de ces veines pulmonaires qui va donner une HTAP et donc un VG musclé. D'accord ? Donc, il n'y a pas plus modèle hémodynamico-rythmologique que les sénines et mustardes avec des troubles du rythme auriculaire liés aux cicatrices, une dysfonction sinusale, je vous ai montré le mécanisme, des sténoses ou des thromboses des chenaux, la dysfonction du VD est systémique. Et en face de ça, quelle solution ? Graduellement, les médicaments qui ne peuvent être que des bêta-bloquants et de la cordarone, parce qu'on ne met pas de 1C sur des malades qui sont potentiellement arythmiques ventriculaires. L'ablation par radiofréquence, qui est quelque chose qui est maintenant de plus en plus fait pour des troubles du rythme organisés, mais qui nécessite une expertise importante dans la mesure où l'isthme cavo-tricuspide, qui est en général là où naissent les arythmies atriales, est de l'autre côté. Et donc, il va falloir faire un transseptal sur un sénime pour aller ablater un trouble du rythme auriculaire. Ça intéresse beaucoup de gens. J'ai souvent des appels pour me dire on va ablater le monsieur qui a l'air très jeune et qui est en flotteur dans 3 semaines. Et la réponse est non, vous n'allez pas ablater dans 3 semaines un ventricule droit systémique parce que dans 3 semaines, il sera proche de l'assistance circulatoire. Et ensuite, c'est difficile d'ablater un sénime quand on ne fait pas de congénital. Donc, c'est une affaire très spéciale. Le pacemaker, je vous ai dit qu'on avait tendance à les mettre avant, mais il y a quand même des indications. Mais à ce moment-là, il faut vérifier les chenaux. Et enfin, ce sont nos meilleurs candidats pour la transplantation cardiaque. Pourquoi ? Même parce que comme ça, ils ressemblent à des VG fatigués, à des CMD, si vous voulez. En dehors du fait qu'ils ont été opérés 1 ou 2 fois, Blalock, Amnon et Mustard ou Sénigne. C'est des patients qui sont symptomatiques sur la dysfonction du VD systémique, mais ils n'ont pas de lésion d'organes, puisqu'ils n'ont pas d'anomalie du ventricule gauche sous-pulmonaire, ils n'ont pas l'insuffisance rénale, ils n'ont pas le foie malade depuis 30 ans. Et donc, la transplantation cardiaque peut changer leur qualité de vie. C'est donc des malades potentiellement assistables s'il y a besoin. Donc, ces patients qui sont quand même entre guillemets en voie de disparition, puisqu'on ne fait plus ces interventions, sauf dans des cas très particuliers, sont des malades pour lesquels la transplantation va changer leur qualité de vie et pour lesquels, si on les voit en défaillance cardiaque, il ne faut pas baisser les bras. Il faut d'abord activement traiter les troubles du rythme et ensuite, en cas de défaillance cardiaque et plus ou moins récupération d'un trouble du rythme ou de décompensation cardiaque sans trouble du rythme, se poser rapidement la question de la greffe et de l'assistance en cas de décompensation avant la greffe, qui est possible et qui peut leur sauver la vie. Donc, pour ces patients-là qui sont rares, vous voyez que quand on regarde et qu'on les compare à la courbe de survie des phallos que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, c'est beaucoup moins bien à 30 ans que ne le se ferait un phallo, en raison essentiellement de ce VD systémique. La courbe est encore plus moche si on s'intéresse au mustard complexe et au sénime complexe, c'est-à-dire transpose CIV coarctation, transpose CIV stimulus pulmonaire.
À côté de ça, bah, vous savez que l'essor de la chirurgie des transpositions, c'est le switch artériel qui a nécessité plusieurs conjonctions de planètes, la technique chirurgicale, la CEC néonatale et l'avènement de la réanimation néonatale post-chirurgicale. Tout ça a fait que ça a été possible et que maintenant, nos malades les plus âgés ont une quarantaine, 45 ans à peu près, avec des switches artériels. Les premiers switches se sont intéressés au transpose CIV, parce que comme ça, on pouvait les faire un peu plus tard, puisque le VG sous-pulmonaire restait musclé. Il y a eu des étapes de cerclage avant switch, qui était une étape avec beaucoup de mortalité, mais quelques malades qui ont encore été traités de cette façon. Puis, des switches néonataux rapides avec la difficulté technique liée essentiellement à la réimplantation coronaire. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la réimplantation coronaire, vous le savez, est une issue, l'anatomie des coronaires, etc. Donc, je vais passer là-dessus parce que ça, c'est une problématique qui est liée aux résultats initiaux, à la défaillance cardiaque initiale ischémique. Et donc, oui, c'est vrai, ça va poser un problème, ces coronaires, pour deux raisons. La réimplantation initiale et le type anatomique, mais aussi la croissance du cœur. Et au long cours, vous voyez que c'était les premiers switches artériels de Marie Lannon qui avaient été rapportés ici par Antoine Legendre. Les résultats étaient excellents. Au long cours, ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de patients qui allaient avoir une fuite aortique avec un culot aortique dilaté, parce que c'était leur ancienne valve pulmonaire. Et ça, c'est une issue surtout avec les techniques chirurgicales précoces. Et la dilatation de la racine aortique est aussi quelque chose qu'on va surveiller avec attention, mais on sait maintenant que cette dilatation va se faire de façon assez importante les premières années de la vie, puis une certaine stabilisation. Mais comme on n'a pas un recul phénoménal, c'est un peu toute l'histoire des congénitaux, il convient de les surveiller. Enfin, donc je vous ai dit, la valve aortique, la racine aortique, la voie pulmonaire, parce que cette voie pulmonaire est particulière, vous savez, dans le switch, ça va être une voie décroisée et avec une manœuvre de Lecomte et les deux branches pulmonaires autour de l'aorte, donc un tronc relativement court, parfois des fuites pulmonaires séquelaires. Mais enfin, donc cette obstruction sur la voie pulmonaire est une problématique et peut nécessiter plus souvent une réintervention qu'un stenting, plus souvent. Et enfin, la fuite également, il y a une interaction importante avec les coronaires. Et enfin, la vraie problématique, c'est les coronaires, à la fois liés à l'anatomie initiale, à la réimplantation, parce qu'il y a certaines techniques chirurgicales qui ont réimplanté les coronaires sur une même zone en avant de l'aorte, mais aussi la croissance. Et donc, l'anatomie des coronaires, dont vous avez entendu parler dans le switch artériel, qui conditionne également le pronostic et la réparation, est importante, mais c'est également la façon dont l'aorte va croître par rapport à la paix et leurs positions respectives. Et on sait maintenant que dans certains cas, on va se retrouver avec des coronaires qui vont être entre les deux vaisseaux, comme on sait qu'il existe certaines anomalies coronaires dangereuses. Donc, ça veut dire que ces malades vont avoir là aussi une évaluation à l'âge adulte qui va comporter au moins un scanner. Pour le coup, ce sera plus fiable qu'une IRM. Pour l'instant, les malades pédiatriques sont souvent surveillés par des IRM et des IRM de détection d'ischémie. À l'âge adulte, on a tendance peut-être à faire une fois un scanner, c'est quand même dans les recommandations, pour vérifier cette anatomie des coronaires, et aussi à être très vigilant sur ce qui va conditionner le pronostic des coronaires, c'est-à-dire sur leurs facteurs de risque. Et je pense que je ne vous ai pas assez dit que pour les coartations, il fallait faire de la prévention cardiovasculaire. Il faut également le faire pour les switches, parce qu'on peut imaginer qu'une artère réimplantée, dont on sait en plus que la réserve coronaire est particulière, eh bien, ça veut dire que
on va potentiellement avoir des complications coronaires. Alors, sur certains registres, il y a des morts subites, probablement d'origine coronaire. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de malades assez âgés pour avoir des statistiques fiables sur des grandes cohortes de switch, mais c'est en train d'être fait sur une étude européenne. Donc, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce que ces malades vont devenir. On sait qu'il y a beaucoup de littérature sur la réserve coronaire, sur le fait qu'il y ait plein d'anomalies et qu'on ait beaucoup de malades aussi qui aient des douleurs thoraciques d'effort sans qu'on trouve de substrat anatomique. Mais pour l'instant, c'est quand même encore quelque chose qu'on regarde attentivement sans avoir des chiffres phénoménaux de complications coronaires. Enfin, il y a toute une étude sur le développement, neurodéveloppement chez ces patients qui deviennent adultes et qui ont des anomalies de leurs apprentissages, des conduites sociales et qui vont devoir être surveillés et assistés. Et c'est aussi une des thématiques et c'est le fait d'entourer ces malades d'une prise en charge globale, en particulier psychologique et neuropsychologique. Donc, pour les transpos, il y a quand même, c'est vraiment un exemple emblématique, les ventricules droits systémiques des switches atriaux et les complications aortiques, pulmonaires et coronaires des switches artériels, donc deux populations complètement différentes, mais on voit bien quand même, pour suivre les deux types de patients, qu'il y a eu des progrès phénoménaux faits pour ces patients. Le troisième exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est les malades opérés d'intervention de Fontan. Je ne sais pas, regardez si vous avez eu le cours sur les Fontans, mais peut-être pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est pourquoi le Fontan à l'âge adulte, c'est une vraie issue. Eh bien, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était les malades les plus difficiles. Ça fait partie des 10% critiques qui vont nous occuper une grande partie de notre temps. Alors, pour les gens qui sont en ville et qui voient peu de cardiopathie complexe, ça paraît être un peu extraterrestre, le Fontan. Pour ceux qui vont s'occuper des malades dans un truc hospitalier et qui vont suivre des malades complexes, bah, ça va leur occuper une grande partie de leur temps. Pourquoi? Parce que c'est des malades qui ont des complications multiples, cardiologiques, extracardiologiques, et enfin, et à la fin, des problèmes d'insuffisance cardiaque qui vont faire poser la question de la transplantation avec des problèmes très compliqués. Bon, d'abord, même pour ceux qui sont en ville, il faut quand même savoir que ça existe. Moi, quand je fais le cours au DU d'éco, on me dit « Ah, mais nous, on nous a dit que le ventricule unique, ça ne survivait pas à l'âge adulte. Ça ne survivait pas à l'âge adulte. » Donc, j'aurais pu venir à mes consultations. Il y en a à peu près 2 par consultation. Donc, oui, les ventricules uniques survivent à l'âge adulte, soit parce qu'ils ont eu des palliations, soit parce qu'ils ont eu des interventions de type Fontan. Alors, pour la clarté, on appelle ça Fontan, les dérivations de type Fontan, toutes les réparations qui ont pour technique de dériver les veines caves aux artères pulmonaires sans passer par une pompe ventriculaire. L'intervention de Fontan Princeps, elle a été décrite en 1971 et c'était une connexion ODAP, en espérant que l'oreillette droite fasse le travail du ventricule droit dans le circuit, puis on s'aperçoit que ce n'était pas exactement ça. Et toutes les méthodes dérivées de cette intervention, que ce soit le Kreuzer, la DCPT, de Leval modifié, etc., ont plutôt tendance à dériver les veines caves aux AP par l'intermédiaire de tubes, de demi-tubes calibrés, qui n'incluent pas l'oreillette droite dans le circuit, parce qu'on a su très vite que cette oreillette droite se dilatait et qu'elle était à l'origine d'arythmie et de thrombose. Donc, j'en veux pour preuve ce malade qui est revenu quand il avait 25 ans et qui avait été opéré 15 ans auparavant et qui n'était plus suivi. Voilà, il allait bien, il faisait du foot et il est arrivé avec un électro comme celui-là, qui est un électro de trouble du rythme en 1 sur 1, et il n'était pas frais.
Après ralentissement, donc on voit que c'est un trouble du rythme auriculaire. C'est ça, d'accord. Organisé, le type flotteur. Et quand on lui fait l'écho, bah, il a ça. C'est quoi ça? C'est une atrésie tricuspide avec une oreillette droite énorme. C'est un vrai montant avec deux énormes caillots dans l'oreillette droite, mais qui ne naturellement pas anticoagulés. Et de l'autre côté, un ventricule gauche avec une oreillette gauche normale. Alors, bon, la question c'était que faites-vous? Est-ce que vous attendez pour choquer dans 3 semaines? Est-ce que vous mettez des AOD? Est-ce que vous faites la chirurgie pour extraire le caillot? Comme on n'a pas beaucoup d'interactivité, je dois vous dire qu'on a fait la chirurgie pour extraire le caillot, mais que ça a récidivé, donc ce n'était pas la bonne idée. En tout cas, c'est sûr qu'on l'a anticoagulé et que c'est sûr que ce qu'il ne fallait pas faire, c'est attendre 3 semaines pour le réduire parce qu'il n'était pas frais. Et donc, ce qui se passe, c'est la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, il se retrouve évidemment dans toute cette problématique d'arythmie sur des patients qui ont des ventricules uniques, donc dans cette cohorte-là, avec des risques très importants déjà en cas de deux facteurs de risque, d'accord. Et donc, on sait bien que c'est des malades qui vont poser des problèmes. Un autre dossier qui illustre un peu ça, un monsieur de 30 ans qui a eu un fond de temps aux États-Unis. Il a eu des œdèmes en juillet, il voit un cardiologue, il est hospitalisé pour un choc septique à point de départ digestif. Il a des verrues diffuses et une hypoalbuminémie. Les dermatologues qui l'ont vu ont dit il a un déficit immunitaire parce qu'il avait des verrues. Et effectivement, il a un déficit immunitaire. Cette hypoalbuminémie dans ce contexte, c'est l'entéropathie exsudative. Donc, vous savez que c'est une perte protidique, mais aussi de beaucoup de choses dans l'intestin, en particulier des protides et des lymphocytes. C'est une perte de lymphe et donc un déficit immunitaire, avec parfois des anémies par malabsorption. Et donc, là, on est dans un phénotype lié à une évolutivité du fond de temps, non pas lié à la maladie hépatique, mais aux anomalies des entérocytes qui vont non pas absorber ce qu'ils devraient, mais plutôt être perméables et faire perdre par le tube digestif des protéines et tout un tas de choses. Donc, ces malades-là, ils commencent, vous le voyez, à être symptomatiques à l'âge adulte, souvent à partir de la trentaine, finalement, parfois à partir de 20 ans, quand le montage est imparfait, parfois 30 ans quand il est plus ou moins bien. Et on a un certain nombre d'outils que je vous ai mis là, Révatio, albumine, greffe, c'est un peu le fouillis. Eh bien, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien par quoi on doit commencer. La chose qui est claire, c'est que les troubles du rythme menacent la vie de ces patients. Donc, si je dois être vraiment faire court sur ces malades, la première chose, c'est traiter l'arythmie. Traiter l'arythmie, et je vous ai dit tout à l'heure vis-à-vis de votre question, la traiter vite, anticoaguler les malades et anticiper le fait que la réduction va être également aussi difficile que la tolérance du trouble du rythme en raison de la faible élimination des anesthésiques et parfois du fait qu'ils peuvent se réveiller assez lent et assez mal tolérer le poste. Mais en général, quand même, ils se réveillent. Après, si la tolérance hémodynamique est mauvaise, il est quand même possible d'assister ces fonds de temps, c'est possible. Donc, on ne doit pas baisser les bras sur un trouble du rythme chez des malades qui ne sont pas authentifiés comme étant récusés de la transplantation cardiaque. Donc là, c'était un tableau sur la propension à faire des troubles du rythme auriculaire. Et si on fait un tableau cataclysmique de toutes ces complications, c'est tout ça qu'on attend potentiellement dans les fonds de temps, la stase cave, l'œdème massif, la stase hépatique, l'entéropathie, les moules bronchiques, vous savez ce que c'est le fait de cracher des moules castes en anglais qui ont la forme des bronches, les troubles du rythme, la thrombose, etc. Tout ça est fortement intriqué, mais la chose à traiter en urgence,
c'est les troubles du rythme et éventuellement la thrombose. Voilà, c'est ça la publication de Fontan en 1971. C'était une connexion atriopulmonaire chez une malade de 30 ans qui avait une aplasie pulmonaire. Toutes les modifications hémodynamiques sont possibles dans le style. Vous voyez ce qu'on appelle un hémifontan, veine cave sup, AP droite, veine cave 20, oreillette droite, AP gauche. Donc tout est possible. La problématique, et ça, c'est les modifications de la technique, où on met plutôt des tubes. Encore d'autres, et vous voyez qu'elle porte des milliers de noms, ce qui est quand même un peu compliqué pour la compréhension et l'explication aux patients, mais globalement, c'est l'intervention princeps, Fontan, 70-71, le Kreutzer, on laisse une partie de l'oreillette, le Bjork, on a essayé de mettre une valve, ça n'a pas bien marché, et le Deleval, où c'était un tube. Alors, beaucoup de littérature existe sur la propension des chirurgies à faire plus ou moins les troubles du rythme. Je vais passer là-dessus parce que ce n'est pas important. Il faut juste que vous reteniez que le modèle hémodynamique du Fontan est un modèle, comme dirait Carol Wands, born to be bad. C'est-à-dire que c'est une intervention géniale dans la mesure où on a séparé les deux circulations, mais qu'en vrai, il faut voir le modèle hémodynamique du Fontan comme une stase cave parce qu'il n'y a pas de pompe, mais qu'en vrai, la pompe, la seule pompe, c'est-à-dire le ventricule unique qui est mis sous l'aorte, c'est lui qui va être obligé de pousser l'aorte à travers le système artério-veineux et donc l'artère, les veines et les veines la peau. Donc autrement dit, ce seul ventricule systémique, il va être lui à l'origine de tout le débit cardiaque, même si on considère que le débit droit se fait pas par magie, mais sans pompe. En fait, ce ventricule unique, on sait que quand on met les ventricules uniques, quand on les laisse en situation de cyanose, c'est-à-dire de circulation mixte, ils vont avoir une surcharge de volume obligatoire, puisque pour avoir une saturation acceptable, on est obligé d'avoir un QP sur QS élevé, mais dans une situation de Fontan, on va aussi avoir une surcharge de travail pour le ventricule systémique. Donc, on va avoir des patients qui vont devoir finir sur la liste de transplantation. Et c'est aussi Gevelik qui a fait ce schéma en montrant que quand on est normal, ben on élève ses pressions capillaires et qu'on va moins bien, qu'on élève ses résistances en vieillissant, qu'un bon Fontan va pouvoir élever ses résistances plus tard, mais qu'un mauvais Fontan va, dès l'âge de 30 ans, avoir un dysfonctionnement lié au fait que la pression capillaire augmentant ou les résistances pulmonaires augmentant, eh bien, ça ne va pas aller. Donc, je vais passer là-dessus. Il y a des tas de techniques qui ont été utilisées. Le fait de faire une fenestration qui n'a qu'un bénéfice post-opératoire. Cette mortalité, pour autant, et c'est ça que je vais vous montrer, cette mortalité des Fontans, elle est liée parfois à des morts subites, et on n'est encore là pas assez fort pour faire du prédictif et dire à quel malade on doit mettre un défibrillateur, à l'insuffisance cardiaque et un autre service, et à ces plein de malades qui viennent en défaillance cardiaque dite droite, mais il n'y a pas de ventricule supplémentaire, et qu'on doit gérer avec une insuffisance cardiaque dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un peu particulière, et des événements thromboemboliques, donc des malades à très haut risque. C'est assez illustratif de voir que dans les études anglaises, vous voyez que quand on s'intéresse à la propension des malades congénitaux, c'est les Fontans qui sont les premiers dans la liste pour pourvoyeurs de troubles du rythme auriculaire. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? Traitez vite les troubles du rythme auriculaire. Pourquoi? Et là, c'est par exemple un exemple assez frappant de dire que quand on a un trouble du rythme et qu'on n'a pas le temps de se remplir, ça peut se terminer en troubles du rythme ventriculaire qui peuvent être à l'origine d'une mort subite. Donc, ces malades sont des malades potentiellement à risque de troubles du rythme et de mort liés à ça. Alors, les événements thromboemboliques, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est des embolies parfois silencieuses et les scintilles ont montré qu'il y avait des défects qui correspondaient aux défects scintigraphiques en angio et qui étaient parfaitement asymptomatiques jusqu'au moment où finalement on arrive et les Fontans ne fonctionnent plus en raison de cette thrombose.
Euh, donc, qu'est-ce qu'on a comme outil? Eh bien, on a le traitement des troubles du rythme auriculaire par l'ablation. Et autant j'étais réticente il y a quelques années, autant je pense que ce sont des outils dont on ne peut pas se passer parce que maintenant, les rythmologues sont capables d'aller à travers un tube de dérivation cavo-pulmonaire, de faire un trou, de passer et d'aller éventuellement dans l'oreillette native, aller ablater des troubles du rythme quand ils sont organisés. Ça, c'est la première chose. De traiter par anticoagulant, mais là, la discussion n'est pas encore finie. Mais nous, on, on traite par anticoagulant et en particulier par AVK les patients qui ont des circulations de fond à l'âge adulte. C'est pas, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est notre attitude et c'est quand même ce qui est recommandé. Et enfin, dans quelques cas, il y a des indications d'aller convertir un fond, c'est-à-dire une oreillette droite d'un circuit, pour une dérivation cavo-pulmonaire. C'est une intervention à risque de mortalité chez l'adulte qui avoisine 10%. Donc ça, c'est des indications très sélectionnées. Donc mon message le plus important pour les fonds de temps, c'est premièrement traiter les troubles du rythme. Deuxièmement, aller regarder le foie. Pourquoi? Parce que je vous ai montré tout à l'heure, dans un article espagnol, qu'entre le foie du fond de temps, il y avait toute une phase silencieuse de 10 ans où on n'a que des gamma-GT globalement, une phase numéro 2 où on est entre deux, où la fibrose n'est pas installée, et que peut-être que les malades qui seront accessibles à une transplantation cœur, c'est à ce stade-là qu'il faut les greffer, parce qu'au-delà, ce sera trop tard, avec la transplantation cœur-foie, ce sera peut-être pas quelque chose qui sera accessible à ces patients, étant donné leur complexité et déjà la mortalité d'une greffe cœur seul chez un enfant. Je regarde si vous avez des questions. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je voudrais vous dire 2 mots sur certaines cardiopathies natives. Bien, ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le fond de temps? Alors, que devient le VD après fond de temps? En fait, quand on fait un fond de temps, c'est qu'en général, le ventricule droit n'est pas là. C'est par exemple l'atrésie tricuspide. Donc le ventricule droit, il est atrétique. S'il y avait une CIV avec une atrésie tricuspide, cette CIV a tendance à le boucher. Et c'est une bonne question également. Il se remplit de thrombus. Quand on fait des fonds de temps sur des cardiopathies biventriculaires, mais qui, par exemple, ne peuvent pas être septées, par exemple, une asymétrie ventriculaire dans un CAV complet ou un cœur univentriculaire avec une valve de CAV, il n'y a pas de bypass parce qu'il y a un lavage et que les 2 valves vont être dans ce ventricule droit partagé. Par contre, quand on fait un fond de temps sur des maladies du ventricule droit, ce qui peut se discuter, par exemple, dans des Epstein sévères, dans des maladies de Hull, dans des abscies où le ventricule droit est tout petit, eh bien, c'est pas forcément un facteur de bon pronostic pour le fond de temps parce que c'est un ventricule qui recevait du sang, qui va donc être dépréchargé et qui va avoir une cinétique septale qui ne va pas être bonne pour la fonction du ventricule unique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré. Mais dans la forme la plus fréquente, en général, ce VD, il est inexistant ou s'il existe, il ne sert à rien. Et si c'est une abscie ou une atrésie tricuspide, il se remplit de thrombus. De toute façon, il ne reçoit plus du sang de la cavité pulmonaire. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on passe aux cardiopathies natives? Donc, je voudrais vous dire 2 mots sur les choses qui concernent finalement qui
Donc, dans les cardiopathies natives, pourquoi on a une cardiopathie native à l'âge adulte? Soit parce qu'elle est simple et qu'elle n'a jamais gêné personne et qu'elle devient symptomatique à l'âge adulte, soit parce que les malades vivaient en communauté cachée et qu'ils ne sont jamais sortis du bois. Ça arrive hein, quand même. Ça arrive. Moi, je vois par exemple des trisomies qui n'ont jamais été montrées, qui ont vécu avec leurs parents qui étaient vieux. Et quand les parents meurent, eh ben, les frères et sœurs les amènent en disant on ne sait pas ce qu'il a, mais en vrai, il n'a jamais consulté de cardiologue. C'est quand même pas là. D'accord. Soit c'est des cardiopathies complexes et qui finalement n'étaient pas. Alors, étaient asymptomatiques, c'est possible pour l'Epstein, ou n'étaient pas réparables, c'est aussi possible. On a en ce moment une dame de 65 ans qui a un Epstein qui n'a jamais été opéré et pour lequel maintenant on va proposer une greffe et qui est bleue, qui commence à avoir des tas d'ennuis, mais qui a vécu toute sa vie avec sa maladie d'Epstein. Ou alors, c'est le cas de la double discordance où finalement, on n'a pas de trucs géniaux. Et dans la double discordance, si on a finalement le sang qui arrive dans le bon vaisseau et que les ventricules tiennent le coup, et puis finalement qu'on n'a pas d'alternative extraordinaire à proposer aux gens, finalement, ils n'ont pas été opérés. Et puis dans les cardiopathies natives, il y a les cardiopathies cyanogènes qui n'ont pas été opérées, comme dans les syndromes d'Eisenmenger, où on est arrivé trop tard, où on avait choisi de ne pas le faire, et à ce moment-là, on ne peut pas faire des trous parce qu'il y a des résistances pulmonaires élevées. Donc, les circonstances, les situations cliniques des cardiopathies natives sont parfois assez atypiques chez les adultes, mais en tout cas, nous occupent pour 10 ou 20% de ces patients. Alors, il y a des trucs un peu basiques, comme la CIA, vous connaissez tous l'anatomie des CIA, et finalement, dans les CIA de l'adulte, il y a la CIA méconnue, la CIA cachée, et la CIA avec hypertension pulmonaire. Alors, la CIA méconnue, c'est souvent le cas des CIA qui sont situées, par exemple, au pied de la veine cave supérieure, les sinus venosus, ou au pied de la veine cave inférieure, les low septal defects, parce qu'on ne les voit pas facilement en écho et qu'elles sont découvertes sur une dilatation des cavités droites. Maintenant, on trouve aussi les CIA les plus fréquentes, c'est-à-dire les ostium secundum, chez parfois des patients âgés. Pourquoi? Parce que la CIA, c'est souvent découvert devant un souffle, mais si on ne l'a pas entendu à l'âge adulte, c'est un souffle fonctionnel sur l'artère pulmonaire. L'AP s'est dilatée, il n'y a pas de souffle, il y a un vague B2 dédoublé, personne ne l'a entendu, et finalement, c'est des découvertes devant une dilatation des cavités droites à l'écho, etc. Donc, la problématique de l'adulte pour les CIA, c'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que à travers le même trou, on va avoir un débit différent qui dépend des pressions relatives dans les deux ventricules. C'est les pressions relatives dans les deux ventricules en diastole qui va déterminer l'importance du shunt. Ça veut dire que si vous avez une CIA avec un petit ventricule droit, eh ben, la POD va s'élever, donc finalement, le shunt gauche droit va être minime, voire même, si la POD s'élève, le shunt va être droit-gauche, comme dans une maladie d'Epstein, par exemple, quand il y a une grosse ventricule. Ça veut dire que si vous avez des poumons, si vous avez une artère pulmonaire, un ventricule droit de jeune très concluant, le shunt va être important parce que le VD va aspirer le sang à travers la cloison interauriculaire et que, comme il sait se remplir, il va envoyer beaucoup de sang à l'artère pulmonaire. Ça veut dire aussi que si vous aviez une CIA de petite taille, enfin moyenne, 1 cm, on considère chez l'adulte qu'une CIA de 1 cm commence à débiter sérieusement. Vous aviez une CIA qui n'a jamais embêté personne, sur laquelle vous avez vu quelqu'un qui n'avait pas une dilatation de côté droite, vous pouvez vous retrouver à 50 ans parce que elle, je dis elle parce que ce sont des femmes, elle a grossi, elle est devenue hypertendue, elle fait de la péninsomie, c'est le corps, bref. Et donc, tout ça fait que la POG augmentant, le débit augmente. Et donc, on se retrouve avec une vraie dilatation des cavités droites. Et c'est tellement vrai que finalement, cette CIA peut être une CIA, et là on se retrouve dans une situation gériatrique qui est aussi très intéressante, peut être une CIA de décharge chez quelqu'un qui a la maladie du siècle, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où les gens sont en OAP avec une POG très élevée sur un VD petit, restrictif, hypertendu, et on pense même qu'il faut faire des trous dans les cloisons interauriculaires de certaines cardiopathies en insuffisance cardiaque, ou au contraire, des CIA
qui vont débiter parce que la POG est élevée, que la taille du shunt est importante, et qu'en fermant le trou, et ce qui se passe chez les vieux, vous avez un risque potentiel, c'est mettre les malades en OAP après la fermeture de ce shunt. Donc tout ça fait qu'il faut voir la CIA comme quelque chose qui fait communiquer les pressions diastoliques des deux ventricules. Et donc, c'est la compliance relative des deux ventricules qui va déterminer le débit du shunt. Globalement, les symptômes, c'est après 30 ans, et les premiers symptômes, c'est les troubles du rythme auriculaire. Et puis, la dyspnée d'effort, c'est quand on verse vers le trouble du rythme auriculaire et la fuite tricuspide concomitante. Et là, il y a un rapport évident entre le fait que les malades, quand ils passent en trouble du rythme, font fuir leur tricuspide, que les gens deviennent symptomatiques. L'HTAP par artériolite pulmonaire, je sais que les gens détestent ce terme, mais je pense que ça démontre bien ça, c'est-à-dire les réactions artériolaires sur les CIA, c'est rare, c'est moins de 10% des CIA, mais ça existe bien entendu chez l'enfant et ça existe chez l'adulte, mais chez l'adulte vieux, c'est pas ça le mode prédominant, c'est plutôt le fait d'avoir un capillaire élevé. Alors, parmi ces variations anatomiques, je sais que les échographistes, c'est leur angoisse, le RVPA. Donc, je mets toujours quelques diapos des CIA atypiques et la CIA du sinus coronaire qui est difficile à voir et très rare. Je cherche toujours les images phénoménales. C'est très rare parce que vous devez y penser quand vous voyez un sinus coronaire dilaté. Et puis, il y a les anomalies des veines pulmonaires pour lesquelles il y a une certaine logique. En général, les anomalies des veines pulmonaires gauches vont arriver dans un collecteur ascendant qui va rejoindre le TBI et la veine cave supérieure. Et ces veines pulmonaires gauches, au lieu de se jeter dans l'oreillette gauche, elles vont arriver là, dans un truc à gauche. Et puis quand c'est les veines pulmonaires droites qui sont anormales, elles vont se jeter dans une structure droite. La veine cave supérieure, la veine cave supérieure à la jonction avec l'oreillette droite ou la veine cave inférieure. Et ça s'appelle le syndrome de Sive. Quand est-ce qu'il faut rechercher un RVPA? Quand on a une dilatation des cavités droites qui n'est pas expliquée par le trou qu'on voit. Si on voit une CIA qui a 12 mm, 14 mm, qu'on voit une dilatation des cavités droites, on dit, bon, ok, d'accord, c'est normal. Si vous voyez un tout petit trou et que vous ne voyez rien d'autre, il faut rechercher un RVPA. Et même si ce sont des images magnifiques de AMH, de Théo, l'examen facile chez l'adulte pour rechercher un RVPA, là, franchement, c'est le scanner. Le scanner, ça veut dire si vous cherchez ça, il faut dire au scannériste que vous le recherchez et que vous voulez des coupes hautes, parce que si vos veines pulmonaires arrivent là-haut, les radiologues, eux, ils font le moins d'irradiation possible, c'est-à-dire qu'ils vont jusque-là et qu'ils ne verront pas votre RVPA. Donc, rechercher un RVPA au scanner ou en IRM, c'est aller faire des coupes hautes juste pour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a une CIA à l'âge adulte? S'il a une CIA, quel débit? S'il n'y a pas beaucoup d'hypertension pulmonaire, il faut la fermer. Si c'est une CIA centrale, comment on la ferme? Par voie percutanée. Jusque-là, c'est simple. Là où ça devient compliqué, je passe sur ces détails, je vous montrer les images. Quand c'est simple, quand c'est central, c'est donc une fermeture par une prothèse d'emplace. Là où ça devient compliqué, c'est quand il y a quelque chose qui cloche. Qu'il n'y a pas de berge, en particulier vers la veine cave inférieure. Alors ça, c'est une CIA chirurgicale. Qu'il n'y a pas de berge vers la veine cave supérieure. Alors ça peut être une fermeture percutanée. Je pense que Mélanie vous en reparlera. On développe actuellement des techniques de fermeture des CIA sinus venosus. Et enfin, quelle est la difficulté? Eh bien, quand il y a quelque chose qui cloche sur les pressions pulmonaires. Alors, souvent, on m'adresse des patients pour me dire « Oula, je ne sais pas s'il faut lui fermer parce qu'il y a de l'HTAP. » Qu'est-ce que ça veut dire de l'HTAP? Eh bien, en général, l'HTAP, vous avez été faire une écho et vous avez mesuré la pression pulmonaire sur l'estimation de la fuite tricuspide. C'est quelque chose que je fais à chaque cours, mais ça vaut pour tout. Je vous rappelle que la fuite tricuspide mesure le gradient VD-OD et que s'il y a un obstacle sur la voie droite, organique ou fonctionnel, c'est-à-dire s'il y a un gradient fonctionnel sur la voie droite, la PVD a le droit d'être un peu élevée sans que ce soit la fin du monde. Donc, quand on estime une unité, rappelez-vous que vous n'estimez que
la PVD auquel vous rajoutez une estimation de la POD sur l'estimation de vos pressions de cave. Si vous avez un gradient entre le VD et la P, eh bien, il faut retirer le gradient pour avoir la vraie pression dans l'artère pulmonaire. Donc, que disent les guidelines en matière de CIA? Eh bien, on doit fermer des CIA avec des shunts significatifs et des résistances pulmonaires inférieures à 5. Okay, même s'il n'y a pas de symptômes. Pourquoi? Parce que si vous n'en avez pas à 30 ans, vous en aurez à 40 s'il y a une vraie surcharge de qualité de droite. En matière de fermeture, si on peut, si c'est central, c'est plutôt un device. On doit fermer tous les doutes sur les emboles paradoxaux, mais ça, c'est pas vraiment, c'est autre chose, et c'est plutôt la thématique PFO. Mais bon, on a un risque thromboembolique dans une CIA de la même façon qu'on a un PFO. Alors, est-ce qu'on doit fermer toutes les petites CIA? Ça, par contre, c'est pas dit. On doit le fermer s'il y a eu un épisode embolique. Et puis, il y a tout ce qui est plus compliqué. Alors, je viens tout de suite à ce qui est simple, c'est-à-dire quand il y a une physiologie d'Eisenmenger, c'est-à-dire un shunt droit-gauche et des résistances de plus de 10, ok, on ne ferme pas. C'est trop dangereux. C'est dangereux, on risque de tuer le malade. Et puis, entre les deux, il y a zone grise. Les zones grises, c'est les résistances pulmonaires sont au-delà de 5, mais il reste encore un débit. D'accord? Ça sert à quelque chose parce que vous allez supprimer le débit. Et les pressions pulmonaires sont inférieures aux 2/3 des systémiques. Alors, on va faire un cathé, on va faire de l'hémodynamique. Donc, dans votre tête, l'idée, c'est j'ai un gros shunt, les résistances sont basses parce qu'en gros, j'ai des signes de débit, c'est-à-dire je vois du débit sur la voie pulmonaire, les cavités droites sont dilatées, et au maximum, ma fuite tricuspide me dit PVD 50, alors je ferme le truc. Pour le reste, on peut discuter, on peut cathétériser, on peut estimer la taille du shunt, etc. Alors, là, plus fréquent, les vieux. Jusqu'à quel âge on doit fermer une CIA? Eh bien, cette étude qui montre qu'on a fait on a étudié les symptômes et l'hémodynamique des gens entre 30 et entre 40 et 60 et plus vieux que 60, moins de 40, pardon, 40, 60 et plus de 60. Vous voyez bien sûr qu'on gagne plus quand on est plus jeune en termes de classe fonctionnelle, mais on gagne quand même quand on est vieux. Donc, on ne doit pas disqualifier les gens quand on met des TAVI à 90 ans. On ne voit pas pourquoi on ne fermerait pas des CIA à 60. Quant aux résistances pulmonaires, vous voyez qu'avec l'âge, les pressions pulmonaires, pardon, pas les résistances, augmentent avec l'âge, mais bon, les pressions pulmonaires augmentent déjà avec l'âge physiologique. Et elles baissent après la fermeture du shunt, même chez les gens vieux. Et la rouge, c'est les 60. D'accord. Donc, ça vaut. Alors, la vraie question, c'est vous avez de l'arythmie et une CIA, vous avez plus de 60 ans, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez fermer, est-ce que vous allez faire la procédure d'arythmie avant la fermeture ou est-ce que vous allez faire la fermeture en vous disant que ça va diminuer les risques d'arythmie? Bon, ça, ce n'est pas résolu. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, sur les CIA, en pratique, quand s'affoler pour les pressions pulmonaires, PAPS au-delà de 50, surtout si on ne voit pas de shunt. Si vous avez une PVD à 50 sur unité, mais que vous voyez que le VD est dilaté, qu'on voit beaucoup de sang passer dans l'artère pulmonaire, on n'a pas trop d'état d'âme. Choisissez la fermeture après cathé s'il reste un shunt quand on a de l'HTAP. L'HTAP résiduel n'est pas forcément dû au shunt. Je vous ai dit que la maladie du siècle, c'est l'HPEC, l'insuffisance cardiaque à fraction des X préservée. Quand on ferme quelqu'un qui a fait de l'arythmie, qui est âgé, on lyophilise des malades avant, c'est-à-dire qu'on les déplète énormément avant la fermeture pour éviter le risque d'OAP post-fermeture. Et pour l'ablation des troubles du rythme avant la fermeture de CIA, pas de consensus. Par contre, comme je ne vous ai pas parlé des CIA opérés, gardez dans l'idée que quand on a une CIA opérée, le traitement du trouble du rythme post-CIA, c'est l'ablation. Ce n'est pas la peine de mettre des médicaments qui ne marchent que dans 50% des cas. Le flotteur post-fermeture de CIA, c'est l'ablation. Voilà la tête d'une prothèse, mais ça, je pense que Viti vous en reparlera. Je voulais vous dire 2 mots sur la double discordance.
Est-ce que vous avez... je reviens à ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voyez des questions? Je suis perdue dans mon écran. Est-ce que vous voyez des questions s'afficher? Ah voilà. Pas de questions sur les CIA? Est-ce que vous avez des questions sur les CIA? Non. Ok. On revient à ça là. Je voudrais vous dire 2 mots sur les doubles discordances. Donc, les doubles discordances, je pense que vous aurez un cours là-dessus, mais pour vous faire parler, pour vous parler des particularités. Donc, les particularités. La double discordance, vous le savez, c'est donc l'oreillette droite qui fait suite au ventricule gauche qui fait suite à l'artère pulmonaire. Et bon, on parle de ventricules morphologiques et non pas de leur place. Et donc, cette cardiopathie peut être découverte à l'âge adulte, et c'est souvent des histoires de chasse, avec parfois des malades qui sont découverts devant un vol ou devant un bloc auriculo-ventriculaire de l'adulte, puisque s'il n'y a pas de chante, il n'y a pas d'anomalie associée, il n'y a pas de souffle, mais il y a juste un B2 fort à l'auscultation qui est lié à l'aorte antérieure. Vous voyez ici, d'accord? Donc, le seul examen clinique d'une discordance, ça peut être un B2 fort en raison de l'aorte antérieure. Ces malades donc, peuvent être découverts à l'âge adulte, puisqu'ils peuvent aller très bien et n'avoir aucune symptomatologie. Là, bien entendu, les formes pédiatriques, c'est les formes avec de la défaillance cardiaque, avec des CIV, avec de la cyanose en raison d'une sténose pulmonaire, avec des coartes, avec plein de malformations associées. Chez l'adulte, quand on en est à une découverte à l'âge adulte, ça va être des patients qui soit les tableaux que j'ai énumérés et qui ont été réopérés en raison de leur symptomatologie, soit quand ils sont adultes, la problématique va être celle de la défaillance du ventricule droit systémique et des troubles conductifs potentiels et de la fuite tricuspide systémique. Donc, en fait, ces malades-là doivent être, et c'est pour ça que je vous mets cette diapositive, doivent être suivis par des gens qui connaissent ces malformations. À chaque fois que je vais faire des topos, je demande dans la salle, mais qui suit une double discordance? Et il y a une dizaine de personnes qui suivent un malade avec cette double discordance. Pourquoi c'est important? Parce qu'à un moment donné, la problématique, c'est de ne pas louper le moment où, si la fuite tricuspide est encore négociable, c'est-à-dire si on peut faire quelque chose sur cette fuite tricuspide, il faut le faire avant que la fonction du ventricule droit soit trop altérée. Donc, c'est vraiment le problème de la poule et de l'œuf. On le sait, d'accord? Comment on identifie cette double discordance en écho? Vous le savez, les vaisseaux sont en position de L malposition. L'aorte intérieure est à gauche. L'aorte, on la reconnaît parce qu'elle est coronaire, la P parce qu'elle se bifurque en deux. Et c'est le ventricule droit qui est systémique, muni d'une valve tricuspide qui s'insère plus haut que la valve ventrale, plus apicale, et qui a, puisque c'est un ventricule droit, une discontinuité entre sa valve d'entrée et sa valve de sortie, qu'on appelle un infundibulum. C'est ça qui fait qu'on caractérise un ventricule droit. Il est muni d'une valve tricuspide et surtout, il a une discontinuité entre l'entrée et la sortie. Bref, tout ça fait qu'on peut diagnostiquer cette discordance sur le fait qu'en apical, on voit cette bifurcation, sur le fait que la valve tricuspide, que le ventricule droit est muni d'une valve tricuspide, et tout est possible, c'est-à-dire que
On peut vous envoyer le malade pour une fente mitrale, qui est en fait une valve tricuspide en position systémique. On peut aussi vous l'envoyer pour non-compaction du ventricule gauche, qui est en fait le fait que le VD est beaucoup plus trabéculé que le VG. Et c'est sur cette image d'IRM qu'on a adressé cette malade pour une non-compaction, qui est en fait donc une double discordance. Donc, sur les modes de révélation, ça peut être parfois assez particulier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? Eh bien, c'est des patients qui ont des problématiques spécifiques et on sait que cette valve tricuspide est anatomiquement anormale. On parle parfois d'Epstein, mais c'est une valve qui n'est pas, qui n'a pas l'aspect du mitral, mais qui est aussi parfois mal délaminée avec des anomalies de ces valves qui vont faire que cette fuite tricuspide, elle n'est pas seulement, comme je vous en ai parlé dans le switch atrial, elle ne fuit pas à cause de la dysfonction ventriculaire, mais qu'elle est anatomiquement anormale. C'est la raison pour laquelle, si la fuite tricuspide est importante et que la fonction ventriculaire droite est encore bonne, les recommandations pour cette anomalie sont de remplacer la valve tricuspide et non pas la plastifier parce que ça ne marche souvent pas et que si on fait une plastie puis une deuxième plastie, en général, ça se termine avec un VD défaillant. Et donc, remplacer la valve tricuspide tant que la fraction d'éjection est encore supérieure à 40%. Autrement dit, le seul message que j'aurais aujourd'hui en termes pour la double discordance isolée découverte à l'âge adulte, c'est de se dire qu'il ne faut pas louper le moment du remplacement valvulaire tricuspide. Après, il y a d'autres techniques en ce qui concerne les doubles discordances complexes, les stratégies néonatales, mais pour un adulte qui a une discordance sans anomalie associée, le cerclage a été proposé pour rééquilibrer la courbe océtale, mais la vraie problématique, c'est plutôt changer la valve suffisamment tôt avant que le ventricule droit soit fatigué. Je voudrais... Bon, je crois que j'aurais pas trop le temps de vous parler de l'HTAP, mais je crois que Marie nous fera un cours sur les HTAP. Pour vous dire que rapidement, je mettrai mes diapos les plus importants. Sur les Eisenmenger, donc le fait de laisser un shunt, d'avoir un shunt droit-gauche sur un shunt qui était initialement gauche-droit. Vous savez que l'Eisenmenger, c'est donc une anomalie des artérioles pulmonaires en réaction à un shunt gauche-droit qui a duré longtemps. Et cette réaction est si importante que les résistances pulmonaires vont devenir supérieures aux résistances systémiques et donc induire un shunt droit-gauche. Cette maladie est donc une entité mise à part qui a donné lieu à beaucoup d'observations au départ et initialement une réticence aux traitements qui pouvaient être proposés, mais dont on sait dans les dernières années que les traitements de l'HTAP peuvent être bénéfiques chez ces patients. Alors, ça fait face à une certaine réticence des patients qui ont été aussi éduqués comme ça. On sait qu'on prolonge la vie des Eisenmenger, on la prolonge véritablement, et qu'on retarde la mise sur liste de transplantation, en sachant que l'issue des transplantations cœur pulmonaire pour les Eisenmenger est vraiment quelque chose de difficile. Mais elle est assortie de tout un tas d'événements qui sont dignes de la médecine interne, avec des retentissements de la cyanose, qui sont en particulier, je dirais juste 3 mots importants, de 3 ordres. Le premier, c'est ce shunt droit-gauche, cette cyanose d'effort. Elle donne lieu à une adaptabilité en termes de polyglobulie. Cette polyglobulie, elle est faite pour transporter plus d'oxygène et donc elle est salutaire d'un certain point de vue. Elle ne doit pas être traitée comme un vaccin. La deuxième, c'est que bien entendu, il y a une intolérance fonctionnelle majeure, mais qu'il y a aussi une adaptabilité et que les gens ne se plaignent pas de grand-chose parce qu'ils sont habitués à leur gène fonctionnel. La troisième chose, c'est que c'est un retentissement multi-organes avec le rein, le foie, l'hémato, les articulations, le cerveau, les AVC, et que c'est aussi une prise en charge très spécialisée qui doit être organisée pour ces patients avec une importance cruciale, à mon avis, mais majeure,
de l'éducation thérapeutique chez ces malades, parce que eux seuls peuvent connaître leur maladie. Et il y a 3 choses sur lesquelles on doit les alerter, à mon avis. C'est premièrement l'endocardite fièvre, mais surtout l'abcès cérébral auquel personne ne va penser en cas de céphalée plus ou moins fièvre. Et là, pas de fibre pulmonaire égale risque d'abcès cérébral. La deuxième chose, c'est qu'ils sont confrontés aux hémoptysies, pour lesquelles on sait que c'est un signe d'alerte, que parfois ça se tasse, parfois on embolise des collatérales, mais que ça doit poser la question éventuellement d'amener les malades à la transplantation, en sachant que s'ils ont beaucoup de collatérales, c'est une contre-indication. Et enfin, le traitement de l'HTAP sont maintenant des traitements relativement codifiés avec des bithérapies orales et peut-être des trithérapies pour certains malades très sélectionnés. Mais je pense que peut-être que ça, Marilyn vous en parlera sur les HTAP. Et voilà, il est 11h59. Moi, j'ai le temps pour des questions. Alors, je vais répondre à la première. Mécanisme de l'embolie paradoxale dans la CIA. Pendant longtemps, on a considéré que ce n'était pas un vrai risque parce que finalement, le shunt était majoritairement gauche-droit. Mais quand on regarde les malades en écho, on voit bien qu'il y a du shunt un peu bidirectionnel dans une CIA large. Et donc, on peut bien imaginer que s'il y a un caillot à droite, il passe à gauche. Après, le mécanisme de l'embole paradoxal, déjà dans le PFO, quand on discute avec les neurologues et les cardiologues qui font ça, on n'est pas tout à fait au clair. Il y a des images évidentes de thrombus dans des ASIA et dans des PFO, mais pour le reste, bon, on peut imaginer facilement que si vous avez une phlébite, vous allez avoir un embole paradoxal. Pour le reste, la constitution du thrombus intracardiaque, c'est pas très clair. D'autres questions? Ah oui. Un petit mot sur les CIV. Oui. Je n'ai pas voulu vous en parler parce que je pense qu'il n'y a pas de grosse spécificité. Il y a les CIV Eisenmenger, ok. La seule chose que je veux vous dire et que je veux que vous sachiez sur les CIV, c'est qu'il y a une complication totalement méconnue par les cardiologues pour les CIV. C'est la constitution d'une sténose médio-VD. Là, je n'ai pas de diapositive, mais je vous les mettrai dans le topo. Quand on a une CIV qui est de petite taille et qu'il y a un certain degré de malalignement ou pas, on peut constituer une sténose médio-ventriculaire droite qui peut évoluer pour son propre compte. Et donc, le tableau clinique est toujours compliqué parce que vous allez voir une CIV, je ne l'ai pas là, je le mettrai dans le topo, une CIV avec une fuite tricuspide véloce. Et en général, tout le monde dit « Ah, il y a de l'HTAP ». En vrai, non, il n'y a pas de l'HTAP. Il y a un obstacle intra-VD qui donne une élévation de la pression dans le ventricule droit. Et cet obstacle peut évoluer pour son propre compte, c'est-à-dire que la CIV peut même se fermer, mais que les malades sont de plus en plus dyspnéiques sur un obstacle droit. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut se constituer à n'importe quel âge. J'ai fait opérer une malade de 75 ans de ça il n'y a pas si longtemps. Donc, quand vous avez une CIV, finalement, on dit que ça ne sert à rien de les suivre. Suivez-les, surtout quand elles sont périmembraneuses, pas pour les CIV trabéculées, mais pour les CIV périmembraneuses. Suivez-les pour être sûr qu'ils ne se constituent pas un obstacle de ce style. Pour les CIV qui ne débitent pas, qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire, qui ne dilatent pas le ventricule gauche, a priori, la complication numéro 1, c'est soit l'endocardie, soit la proximité avec la valve aortique qu'il faut toujours regarder et la fuite aortique. Pour les CIV intermédiaires avec une dilatation du ventricule gauche, eh bien, il ne faut pas penser que c'est asymptomatique toute la vie. En réalité, vers 40 ans, la plupart du temps, les gens commencent à avoir des extrasystoles ventriculaires ou de la dyspnée d'effort, et ça nous arrive de faire fermer les CIV à l'âge adulte. Donc, si je balaye le truc, il y a les CIV de toute petite taille, c'est plutôt l'endocardite, les CIV avec dilatation VG à surveiller, et surtout parfois c'est intriqué avec une fuite aortique de volume moyen. Les CIV avec sténose sous-pulmonaire, il faut toujours surveiller ça, avoir un œil sur le ventricule droit et la fuite tricuspide. Et enfin, les CIV avec HTAP, c'est le chapitre Eisenmenger.
Je mettrai le truc sur les signes. Je vous en prie. D'autres questions? Bon, bah, je pense que c'était un peu lourd, donc reposez-vous un moment avant le prochain topo. Au revoir. Ah, oui. Quelle particularité sur le traitement de l'insuffisance cardiaque? Ça, je vais vous dire 2 points, mais je vous mettrai les diapos. Le premier, c'est que dans les ventricules droits systémiques, les IEC et les ARA2 n'ont pas montré de bénéfice. Donc, on met des bêta-bloquants quand on peut, quand il n'y a pas de dysfonction sinusale. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas mettre, tant qu'il n'y a pas de défaillance gauche, de vasodilatateurs dans les Eisenmenger, parce que si vous vasodilatez l'aorte, vous majorez la cyanose. Et enfin, pour les fontans, eh bien, on n'est pas très au point pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut mettre des diurétiques s'il y a des signes congestifs, mais n'oubliez pas qu'à droite, un fontan ne fonctionne qu'avec son volume. Donc, il faut faire bien attention à ne pas trop dépléter les fontans et caveaux pulmonaires qui ne fonctionnent qu'avec leur volume et pas avec leur pompe ventriculaire droite. Voilà. De rien. OK. Ah, traitement anticoagulant, traitement antiarythmique, bêta-bloquant, cordarone. En général, pas d'antiarythmique de classe 1C. On peut mettre du Sotalex en surveillant le QT, mais d'une façon générale, on a tendance à ne pas mettre d'antiarythmique qui soit un peu fantaisiste, encore moins de la dronédarone. Alors, la cordarone, ça pose des problèmes des dysthyroïdies chez les gens jeunes. Les bêta-bloquants, ça pose le problème de leur tolérance. Mais en tout cas, on ne met pas d'antiarythmique de classe 1C chez ces patients. J'attends un peu si vous avez d'autres questions. Merci. Merci. La digoxine peut utiliser car pro-arythmique ventriculaire. C'est utilisé pour ralentir une FA quand on n'y arrive pas avec les bêta-bloquants et que c'est mal toléré. Mais d'une façon générale, on n'utilise pas la digoxine comme traitement antiarythmique préventif. On l'utilise pour ralentir une FA quand il n'y a pas d'arythmie ventriculaire.